Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. On commence comme d'habitude avec l'actualité. L'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives de développer le système des carrières en Égypte au niveau de la République. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a affirmé que lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, l'ingénieur Sharif Ismail, adjoint du président pour les projets nationaux et stratégiques, M. Tariq El Molla, ministre du pétrole et des ressources minérales, et M. Mahmoud Sha'rawi, ministre du développement local. Le président Sisi a passé en revue le plan du développement global du secteur des carrières, outre le projet national de la conversion des véhicules au gaz naturel. Le président Sisi a enjoint que le développement comprend, entre autres, la conduite des camions transportant les matières brutes des carrières pour garantir le respect des normes de la sûreté afin d'interdire ou d'éviter les accidents de route et de prévenir la pollution. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et le ministre d'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Mohamed Abdelghati, participent aujourd'hui à la réunion des ministres des Affaires étrangères et de l'Irrigation de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie sur le barrage de la Renaissance. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafiz, a indiqué que la réunion se tiendra par visioconférence et doit poursuivre les négociations sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zayed, a inspecté le centre médical de vaccination dans le quartier d'El Nozha El Gidida, et ce conformément aux directives du président El-Sisi de suivre de près les dernières préparatifs du centre pour commencer la distribution du vaccin contre le Covid-19 aux groupes prioritaires, dont les personnes âgées et le corps médical. Le conseiller du ministre de la Santé a indiqué que Dr Zayed a inspecté la disponibilité des équipements médicaux et non médicaux, outre la préparation de la base des données pour faciliter le système de fonctionnement des centres de vaccination en reliant le site électronique d'enregistrement et la ligne directe du ministère de la Santé. À présent, Madame, Monsieur, je vous propose justement à ce compte-rendu des activités présidentielles au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec son homologue sud-africain des négociations du barrage de la Renaissance. Le président el-Sisi suit la mise en œuvre des travaux de construction dans les bâtiments et les installations de la nouvelle capitale administrative. Le président el-Sisi enjoint de développer 1500 villages de la campagne égyptienne comme première étape avec un coût de 500 milliards de livres égyptiennes. Le chef de l'État a également donné ses directives de construire 350 000 nouveaux logements. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec le roi Abdallah II, souverain du royaume hachimite de Jordanie, sur la question palestinienne et les relations bilatérales. Le président el-Sisi suit la mise en œuvre de la centrale nucléaire d'El Dabra. Le président el-Sisi suit les travaux de la zone économique du canal de Suez, ainsi que le développement du processus de numérisation du système bancaire de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses instructions pour le développement global de toutes les stations d'épuration et d'assainissement au niveau de la République.
Le président El-Sisi félicite son frère, le président algérien, pour son rétablissement du coronavirus, lui souhaitant une bonne santé et tout le bien, la paix et la prospérité à l'Algérie et son peuple. Le président El-Sisi félicite le peuple égyptien et la nation arabe à l'occasion de la nouvelle année 2021. Le président El-Sisi inspecte la rocade centrale et les axes routiers de Mohamed El-Assar, Rod El-Farag et El Dab'a. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre des Affaires étrangères koweïtien, le docteur Ahmed Nasser Al-Sabah, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et de l'ambassadeur du Koweït au Caire. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le ministre koweïtien a transmis un message de Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah au président El-Sisi portant sur les derniers développements des efforts koweïtiens visant à réaliser l'unité du rang arabe à travers le processus de la réconciliation. De même, l'émir koweïtien a exprimé son appréciation pour les relations fraternelles étroites entre les deux pays, ainsi que l'intention de les renforcer tout en louant le rôle stratégique et central de l'Égypte, justement sous la direction du président El-Sisi, visant à protéger la sécurité nationale arabe et à défendre les causes de la nation arabe, mentionnant aussi les efforts déployés pour restaurer la sécurité, la stabilité et le développement au niveau régional. De son côté, Monsieur le Président a envoyé ses salutations au Cheikh Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, soulignant les relations privilégiées égypto-koweïtiennes qui se prolongent au cours des années de la coopération fructueuse entre les deux pays dans tous les domaines, ainsi que le souci de l'Égypte d'améliorer la coopération et la coordination bilatérale pour l'intérêt des deux peuples frères et de la nation arabe. Et là, pour plus de précisions sur cette rencontre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi. Voilà, nous allons justement revenir pour parler de cette visite ainsi que des relations égypto-koweïtiennes. Mais à présent, je vous propose justement, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi. Allô, bonsoir, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, justement, nous parlons des relations égypto-koweïtiennes, mais surtout, justement, de la visite hier du ministre des Affaires étrangères de Koweït en Égypte. Il a été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi. C'était l'occasion certainement de parler des relations bilatérales, mais aussi de tout ce qui a rapport avec les relations entre les pays du monde arabe et en particulier certains pays du Golfe. C'est la deuxième visite de la part du ministre des Affaires étrangères koweïtien en Égypte dans ce mois. Et je pense que les deux messies adressés à Monsieur le Président de la République de la part de l'émir de Koweït traitent essentiellement des tentatives koweïtienne soutenue par la Maison Blanche pour une réconciliation entre le quartet arabe et le Qatar. Comme vous le savez, le sommet des pays membres
dans le Conseil du Golfe Oui. va se tenir dans 2 jours en Arabie Saoudite. Et sur l'ordre du jour, les résultats de cette médiation koweïtienne Oui. et de cet effort de réconciliation sera à l'ordre du jour. Mhm. Alors moi, je pense personnellement que la visite du ministre des Affaires étrangères de Koweït au Caire hier et sa rencontre avec M. le Président portait principalement sur la réconciliation tant attendue entre le quartet arabe et le Qatar. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation régionale favorise justement une telle réconciliation? On connaît tous que le quartet arabe avait certaines justement conditions pour reprendre les relations avec le Qatar. Certainement aujourd'hui, est-ce que les choses ont évolué au cours des dernières années, des derniers justement mois, pour favoriser une telle réconciliation? En ce qui concerne la position égyptienne, je pense que le président de la République, le chef de l'État, a exprimé lors de sa dernière rencontre avec le ministre des Affaires étrangères koweïtien, il a exprimé le soutien égyptien aux efforts et à la médiation koweïtienne pour aboutir à une telle réconciliation. En même temps, en mettant l'accent sur les positions égyptiennes ou sur le principe de la position égyptienne concernant une telle réconciliation. Et l'Égypte loue les efforts diplomatiques de la part du Koweït pour raffermir les positions arabes et attendant les résultats du sommet des pays du Golfe en Arabie Saoudite pour savoir si vraiment une réconciliation totale entre les 4 pays du quartet, c'est-à-dire l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes et le Bahreïn d'un côté et le Qatar d'un autre côté, qu'une réconciliation totale, transparente, une vraie réconciliation dans la durée serait possible. Attendant, je préfère ne pas passer des conclusions définitives là-dessus. Tout à fait. Et nous verrons dans les prochains jours est-ce que la médiation koweïtienne a abouti vraiment. On espère bien certainement que le Qatar va respecter les principes fondateurs de la Ligue arabe, et principalement la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes. Justement, c'est une condition égyptienne. C'est une condition égyptienne qui n'a pas changé dans les 3 dernières années, depuis juin 2017, le mois où les relations diplomatiques entre les pays membres du quartet arabe et le Qatar étaient rompues. L'Égypte n'a pas changé de position et on verra prochainement si le Qatar est dans une position à respecter ses engagements vers des pays arabes dans le contexte de la charte de la Ligue des États arabes et plus généralement dans le contexte de la charte des Nations unies. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez justement rappeler quelles sont les principales conditions justement proposées justement par ce quartet arabe dans l'Égypte? Vous l'avez justement mentionné, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes, surtout de l'Égypte certainement, peut-être aussi la lutte contre le terrorisme et ne pas soutenir des organisations terroristes. Est-ce que vous pouvez justement rappeler ces principales conditions? Vous venez, madame, les préciser. Et en juin 2017, les 4 pays membres du quartet arabe ont formulé 13 conditions
et parmi les plus importantes sont lesquelles que vous venez de mentionner juste maintenant. Du point de vue égyptien, je crois que la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Égypte, deuxièmement, de ne pas utiliser les chaînes qataries pour mener une campagne de dénigration contre les politiques égyptiennes et contre les positions égyptiennes vis-à-vis les causes arabes. Et dernièrement, certainement, pas de soutien, soit direct ou indirect, au terrorisme, plus particulièrement les groupes terroristes qui sévissent dans le nord du Sinaï. Voilà, à mon avis, les demandes essentielles de l'Égypte si l'Égypte va certainement soutenir la réconciliation avec le Qatar. Très bien. Justement, parallèlement à ce dossier, il y a aussi les relations égypto-koweïtiennes et des relations très étroites, certainement, qui lient l'Égypte et le Koweït. Quand on parle justement de ces relations, un sommet est prévu, comme vous l'avez mentionné. C'est l'occasion certainement pour les chefs d'État de se retrouver, échanger certainement les points de vue en ce qui concerne les projets d'intérêt régional, d'intérêt commun surtout. Aujourd'hui, quand on parle de ce sommet, parallèlement à ce dossier, qu'est-ce qui est prévu par rapport à ce sommet? Vous parlez de quel sommet, madame? Du sommet des pays du Golfe? Des pays du Golfe. Parce que si j'ai bien entendu bien votre question, maintenant nous sommes devant un mélange entre le sommet des pays du Golfe d'un côté et d'un autre côté les relations bilatérales entre l'Égypte et le Koweït, si j'ai bien compris votre question. Oui, tout à fait. Justement, à l'occasion justement de la tenue d'un tel sommet, et comme on vient peut-être de le préciser, c'est l'occasion non seulement de parler de dossiers d'intérêt commun, mais justement de relancer les relations bilatérales. Non, certainement, les relations bilatérales entre les deux pays, l'Égypte et le Koweït, ont été toujours d'excellentes relations depuis l'indépendance du Koweït en 1961. Et nous attendons une visite officielle de la part de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Ahmed Gaber Sabah, une invitation qui a été abordée lors de la visite de l'ancien ministre des Affaires étrangères koweïtien le mois dernier au Caire. Et certainement, et comme vous le savez, le président, le chef de l'État égyptien, le président Sisi, s'est rendu dans une visite éclair décembre dernier pour présenter les sincères condoléances du peuple égyptien et du gouvernement égyptien lors du décès du feu Cheikh Sabah Al-Ahmed Gaber Sabah, qui était un grand ami de l'Égypte parmi les hommes d'État arabes. Nous sommes sûrs et certains que son successeur, l'émir Cheikh Nawaf Ahmed Gaber Sabah, et aussi va relancer les relations entre les deux pays sur la base des intérêts communs et certainement sur la base d'une histoire, vraiment une histoire de relations bilatérales qui a été toujours un exemple dans les relations interarabes. Très bien. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Hussein Halidi. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, retour au dossier d'ordre national. Face à la crise pandémique, le président Sisi a instruit au gouvernement d'entreprendre les mesures nécessaires pour soutenir plusieurs secteurs vulnérables, dont le tourisme.
ce dernier pesant lourd sur le PIB égyptien. Suivant les instructions du chef de la République, le gouvernement a adopté un plan de relance de 100 milliards de livres égyptiennes pour faire face aux incidences économiques de la pandémie de la Covid-19 et étayer les secteurs vulnérables. L'État a pris des mesures monétaires et fiscales. La Banque centrale a baissé ses taux d'intérêt de 3% pour stimuler la demande et a relevé le plafond des retraits aux distributeurs automatiques de billets. Elle a aussi reporté de 6 mois le remboursement des prêts sans pénalité. Le ministère des Finances a accordé 3 mois de sursis aux usines et aux établissements touristiques pour payer leurs taxes foncières, tout en prolongeant le délai du dépôt des déclarations des contribuables. Le ministère du Travail a versé une allocation exceptionnelle de 500 livres égyptiennes aux travailleurs irréguliers à condition qu'ils soient recensés dans les bases de données des différents gouvernorats où ne figurent pas ceux du secteur informel. Un plan de relance de 100 milliards de livres égyptiennes a permis de soutenir les secteurs les plus vulnérables. Le gouvernement a aussi réduit le prix du gaz naturel et de l'électricité pour les industriels et accordé 1 milliard de livres égyptiennes aux exportateurs en mars et en avril 2020 pour qu'ils puissent assumer leurs charges. Les professionnels du tourisme ont bénéficié d'un financement de 50 milliards de livres égyptiennes. Un secteur sévèrement touché depuis la fermeture progressive de l'espace aérien égyptien et des frontières du pays à partir du 9 mars 2020. Le tourisme pèse lourd dans le PIB égyptien, soit 12% avec ses 11,3 millions de visiteurs pour 11 milliards d'euros de recettes en 2018. Pour favoriser leur retour, le prix du visa touristique délivré aux aéroports internationaux de Luxor et à Assouan passe de 25 $ à 15 $ pour les mois de juin, juillet et août 2020. Les billets d'accès à certains sites sont aussi revus à la baisse. Depuis le 18 mai 2020, les établissements touristiques ont de nouveau repris leurs activités avec cependant des capacités d'accueil réduites. Le tourisme au point mort n'empêche pas l'Égypte d'être le seul pays à afficher une croissance positive de 0,5% en 2020 selon la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Les grands projets publics de construction et l'essor des télécommunications maintiennent une certaine activité. La BERD prévoit pour 2021 un fort rebond avec une croissance de 5,2%. Le Fonds monétaire international partage cet optimisme. Dans ses perspectives parues mi-avril 2020, il prévoit un PIB en hausse de seulement 2% en 2020 et de 2,8% en 2021. الشكر كمان للقوات المسلحة وللشرطة المدنية ولكل قطاعات الدولة التي تعمل على مدار الساعة. المهم ان احنا نعبر بفضل الله من هذه الأزمة.
depuis sa prise de fonction, le président Sisi s'est fixé un objectif principal, à savoir l'instauration d'un système de santé publique qui serve la dignité humaine et la justice sociale. De multiples réformes avaient donc été entreprises justement avant la révolution visant à élargir l'accès à l'assurance maladie et aux services essentiels dans le domaine de la santé familiale, selon une approche qui favorise les pauvres et la lutte contre la pauvreté. Les détails tout de suite avec notre collègue Dalia Karam. Au cours de ces réunions avec le gouvernement, le président Abdel Fattah el-Sisi appelle récurremment à remédier aux problèmes du secteur de la santé qui participe à la justice sociale. Sur la base de ces recommandations, le gouvernement s'est engagé sur une voie plus progressive en donnant la priorité à l'expansion de l'accès aux services de santé publique et à la protection financière des populations défavorisées, soit une approche ascendante de la couverture maladie universelle. Le président enjoint au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du nouveau programme d'assurance maladie dans tous les gouvernorats de la République. Le nouveau programme d'assurance maladie a été officiellement lancé après un an d'essais réussis dans la ville de Port Saïd. Le système sera déployé à l'échelle nationale en plusieurs étapes. L'ancien régime d'assurance maladie ne couvrait que 50% des Égyptiens et offrait une couverture limitée. La première phase verra ce nouveau programme d'assurance maladie s'étendre dans 3 autres villes, Luxor, Assouan et Suez. Le nouveau programme vise à fournir des services de santé de haute qualité à tous les Égyptiens de manière égale, sans discrimination. Le coût est également abordable pour tous les citoyens, contrairement à ce qu'il était auparavant. Il y a eu des problèmes avec l'ancien programme d'assurance tels que le manque de matières premières ou d'équipements pour les services médicaux et du processus bureaucratique. Le nouveau système est beaucoup plus fluide et plus rapide. La période d'essai a été importante pour relever les défis auxquels le nouveau système est confronté. Les personnes à faible revenu, les orphelins et les personnes ayant des besoins spéciaux font partie des groupes exonérés de frais d'inscription. Le reste de la population paiera 1% de son salaire mensuel. Plus de 600 000 personnes sur 800 000 éligibles ont souscrit une assurance à Port Saïd et 3 millions en ont déjà souscrit une dans les 3 autres villes lors de la première phase. L'un des principaux défis pour le gouvernement est que les hôpitaux, les centres médicaux et les équipements appartenant à l'État ont été mis à jour au cours des dernières décennies. Avec le nouveau système de santé, il y a eu une refonte majeure. Les hôpitaux et les centres médicaux sont en cours de modernisation et de nouveaux sont construits par le gouvernement pour garantir des services de meilleure qualité. Ils achètent également de nouveaux équipements médicaux et augmentent le nombre de personnes bien formées, comme les médecins, les infirmières et leurs assistants. Selon le ministère de la Santé, le programme d'assurance devrait couvrir les 80 millions de personnes ciblées en moins de 10 ans, avec un coût prévu d'environ 11 milliards de dollars. Il y a justement la réforme du système de la santé, mais un intérêt aussi particulier à tout ce qui a un rapport avec une Égypte numérique. Le 25 octobre, le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé le démarrage immédiat de l'initiative Égypte numérique pour garantir la continuité efficace des services de l'État au regard du contexte actuel de Covid-19, cette pandémie justement qui frappe le monde entier. Les détails tout de suite avec Dalia Karam.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a instruit le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Amr Talat du démarrage immédiat de l'initiative Égypte numérique. L'objectif est d'améliorer l'efficacité du gouvernement et des organes administratifs de l'État et l'augmentation de la qualité de services offerts au public par les gouvernorats de la République et leurs unités administratives. C'était lors de l'audience qu'il leur a accordée le 25 octobre 2020, au cours de laquelle il a abordé le niveau d'exécution des projets nationaux liés au secteur des communications et des technologies de l'information, comme l'a déclaré le porte-parole de la présidence. L'initiative Égypte numérique est le programme de transformation technologique pensé depuis 2018 par l'État égyptien pour accélérer la croissance socio-économique du pays grâce au numérique. Composante essentielle de la vision de développement de l'Égypte à l'horizon 2030, elle accorde une place importante à le gouvernement qui contribue grandement à la bonne gouvernance, à l'efficacité de l'administration publique et à la production de données économiques probantes. Dans le contexte actuel de Covid-19, l'initiative Égypte numérique devrait améliorer l'accès aux services administratifs en ligne, faciliter la continuité d'un certain nombre d'activités sociales et économiques des populations malgré les restrictions sanitaires qu'impose la maladie. Durant la rencontre, le chef de l'État a également exhorté le gouvernement à maximiser l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle dans les projets d'urbanisme et de construction. Voilà, des relations étroites lient l'Égypte et la France dans les différents domaines, certainement. Et ce sont des relations non seulement étroites, mais aussi très anciennes. Quand on parle aussi du dossier économique, certainement, il y a beaucoup de contrats et d'entreprises françaises qui sont implantées ici en Égypte. Certainement, la coopération économique joue un rôle très important dans les relations égypto-françaises. Pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Rez Shahata, ancien porte-parole officiel de la communauté égyptienne en France. M. Rez Shahata, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, il y avait un problème de son. Je me permets de présenter les vœux et bonne année pour vos spectateurs et pour toute l'Égypte. Bonne année à vous, Monsieur Rez Shahata. Justement, Merci. on parle des relations égypto-françaises. Là, il faut justement rappeler qu'il y a quelques petites semaines, le président Sisi, il était à Paris et il a rencontré son homologue français Emmanuel Macron, à l'occasion certainement de parler de relations bilatérales dans tous les domaines, surtout économiques. Quel regard vous portez justement sur les relations égypto-françaises? Oui, bien sûr. Il y a quelques semaines, cette visite, nous l'avons qualifiée d'un succès total. Il y a beaucoup de monde qui ne sait pas que le président Sisi, à cette occasion, a reçu la Légion d'honneur de la main du président Macron. Oui, ce qui témoigne de relations fortes entre le président Macron et le président Abdel Fattah el-Sisi. Donc les relations franco-égyptiennes sont vraiment au top, au meilleur de son niveau. C'est une très très bonne chose pour la France et pour l'Égypte. Je pense que la France est derrière l'Égypte, surtout quand il y a quelques, comment dirais-je, quelques petits problèmes au niveau européen. Oui. Donc, on est content d'avoir la France à côté de l'Égypte, dans ce sens-là. Et c'est une relation stratégique entre la France et l'Égypte, puisque que ce soit au niveau militaire, au niveau économique, au niveau... il y a un accord total sur tous les points de vue. Et c'est bien que le leader de l'Europe et le leader de l'Afrique seront toujours en bonne relation. Très bien. Vous l'avez justement mentionné, la coopération entre les deux pays couvre presque tous les domaines, militaires, économiques, culturels, le domaine aussi de l'enseignement.
Aujourd'hui, quand on parle des horizons de la coopération entre l'Égypte et la France dans le domaine économique, j'aimerais bien rappeler qu'il y a quelques mois, la ministre du Plan et du Développement économique, Hala Zeid, a organisé par visioconférence un colloque avec les représentants de 70 entreprises françaises pour examiner les opportunités de l'économie égyptienne dans la phase du post-coronavirus. Comment est-ce que les entreprises françaises, justement, quel regard ils ont justement sur l'économie en Égypte, l'investissement en Égypte, et surtout que l'Égypte a justement engagé des réformes en ce sens? C'est sûr, malgré le contexte actuel de la santé publique dans le monde entier, malgré le corona et tout cela, je pense que les investisseurs français sont intéressés pour investir en Égypte pour une raison très simple. L'Égypte, elle fait partie des rares pays au monde qui ont une croissance, ce qui témoigne de la santé économique de l'Égypte. Malgré le corona, il y a une croissance en Égypte, un pays parmi des pays qui se comptent sur les doigts de la main, qui montre que la croissance en Égypte est positive et importante. Donc, pour un investisseur français, l'investissement en Égypte est rentable pour lui. Il y a une sécurité, des facteurs de sécurité, des facteurs de croissance, et tout ça, ça joue dans les décisions des investisseurs, bien entendu. La France aussi, c'est un pays en avance technologique important. Oui. Et l'Égypte a besoin de la technologie aussi. Donc la collaboration entre la France et l'Égypte ne peut être que bénéfique dans tous les sens du terme. Et ça, c'est vraiment le fruit de la politique égyptienne dans le monde entier et pour la France en particulier. Très bien. La France contribue aussi à la réalisation des objectifs du développement durable fixés par l'Égypte. Absolument, parce que c'est vrai que le président Fattah el-Sisi est parmi les présidents qui a cherché l'énergie renouvelable dès le départ, que ce soit avec les stations des panneaux solaires ou d'autres sources d'énergie renouvelable. Et vraiment, c'est l'avenir. Donc, être à la pointe de la technologie dans cette industrie est très important pour la Terre, pour nos enfants, pour tout le monde. Donc c'est vraiment un choix stratégique important. Et la France, elle est à la pointe de technologie de cette industrie. Et je pense aussi que la position géographique de l'Égypte est importante aussi. Nous avons aussi une qualité de soleil qui n'existe pas nulle part dans le monde. Et tout cela, c'est vraiment le résultat d'une coopération entre la position égyptienne, sa géographie, et entre la France avec sa technologie. Donc c'est du gagnant-gagnant. C'est le terme que je peux donner à cette collaboration. C'est vraiment du gagnant-gagnant pour les deux pays. Ils ont les mêmes points de vue économiques et politiques et militaires. Très bien. Il y a aussi une convergence entre les deux pays, entre Paris et le Caire, sur les dossiers d'intérêt commun, sur les dossiers aussi régionaux et internationaux. Absolument. Je veux dire, les États-Unis qui changent de président, bientôt il prendra le pouvoir, oui. M. Biden, et c'est bien qu'il voit face à lui une alliance stratégique franco-égyptienne. C'est très important pour la suite, pour l'avenir, que ce soit la France ou l'Égypte. Parler du même voix devant une nouvelle administration américaine est très important également. Oui. On a vu le monde à l'époque de Trump, maintenant on va découvrir le monde avec l'époque du Joe Biden, le nouveau président des États-Unis. Et du coup, c'était le moment qu'il y aura cette alliance entre l'Égypte et la France, et à travers la France, l'Europe, même s'il y a des fausses notes pour l'instant. Mais je pense que
bientôt, on trouvera des solutions à tout ça. Et quand on a une Europe aussi face aux États-Unis, surtout après le Brexit de la Grande-Bretagne, ce qui permet à l'Europe d'être un peu plus indépendante dans sa politique étrangère. Et ça, c'est important pour nous en Égypte. Très bien. Et justement, pour terminer, il faut rappeler que la France était toujours passionnée par l'Égypte ancienne, mais apprécie aussi les stations balnéaires. Quel regard vous portez justement sur le tourisme, surtout le tourisme français en Égypte? Les Français que c'est des gens qui sont égyptomaniens. Et l'égyptomania veut dire que les Français adorent l'Égypte, adorent l'histoire d'Égypte, a beaucoup intervenu depuis Jean-François Champollion, bien sûr, et jusqu'à aujourd'hui. N'oublions pas que la France a reçu le roi Ramsès II plusieurs fois. Et n'oublions pas tout ce qu'a fait la France pour la culture égyptienne. Il suffit de voir le Louvre et voir l'intérêt qu'elle porte la France à l'Égypte et des pharaons. Tout à fait. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait du tourisme égyptien, qui est un tourisme très très riche, que ce soit pour l'histoire ou que ce soit dans les stations balnéaires, que ce soit aussi pour la culture égyptienne. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Rez Chahata. Vous êtes ancien porte-parole officiel de la communauté égyptienne à Paris. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir et à la prochaine.